Je suis rentré chez moi et ma clé ne fonctionnait pas. J'ai appelé ma mère. Nous avons changé la serrure et nous avons pris ton appartement en guise de paiement pour t'avoir élevé. J'ai répondu, vous avez 10 minutes pour partir. Et à la 11e minute, toutes vos affaires seront dehors. Je m'appelle Esteban, j'ai 29 ans et je travaille comme ingénieur système dans une multinationale, où je gagne $6 800 par mois. Un salaire qui me permet de bien vivre, mais qui, pendant des années, a été constamment siphonné par deux personnes qui ont transformé le fait de m'élever en une dette éternelle que je ne finirai jamais de payer. Mes parents, Hector et Norma, âgés respectivement de 56 et 54 ans, n'ont jamais eu de travail stable de leur vie, enchaînant toujours des emplois sporadiques qui duraient quelques mois avant qu'ils ne démissionnent ou ne se fassent licencier pour une raison ou une autre. Et lorsque j'ai eu 20 ans et que j'ai décroché mon premier emploi décent après avoir obtenu mon diplôme universitaire, ils avaient déjà décidé que leur plan de retraite, ce serait moi. Nous t'avons élevé pendant 20 ans, m'a dit mon père le jour où j'ai obtenu mon premier emploi de programmeur junior, avec un salaire de $2200 par mois. Maintenant, c'est à ton tour de prendre soin de nous. C'est juste, après tout ce que nous avons fait pour toi. Nous nous sommes tant sacrifiés, a ajouté ma mère, les larmes aux yeux. Même si je savais que c'était des larmes de manipulation et non d'émotions sincères. Nous n'avons jamais rien eu pour nous parce que nous t'avons tout donné. Alors maintenant que tu as un bon travail, c'est ton devoir de nous aider. Et comme le jeune homme naïf que j'étais, rongé par une culpabilité instillée depuis l'enfance, j'ai accepté de les aider. J'ai commencé par leur payer le loyer d'une petite maison de 2 chambres dans un quartier modeste, qui coûtait $800 par mois, en plus de leur donner $600 supplémentaires pour leurs dépenses de nourriture, de services et leurs besoins de base. Au total, je leur donnais $1400 sur mes $2200 mensuels, ce qui me laissait à peine $800 pour moi-même. C'est temporaire, me disait-il constamment, juste le temps que ton père trouve un travail stable. Mais ce travail stable n'est jamais arrivé, car mon père ne l'a jamais vraiment cherché. Pourquoi travailler quand son fils lui payait tout? Les années ont passé, j'ai changé d'emploi en quête de meilleures opportunités et de meilleurs salaires. À 25 ans, je gagnais déjà $4500 par mois en tant qu'ingénieur senior, et au lieu de pouvoir profiter de cette augmentation, cela signifiait simplement que mes parents attendaient plus de moi. La maison tombe en ruine, se plaignait constamment ma mère. Le toit fuit, les murs sont humides. Nous avons besoin d'une meilleure maison. J'ai donc augmenté le budget du loyer à $1200 pour qu'ils puissent déménager dans une maison en meilleur état. J'ai aussi augmenté l'aide mensuelle à $1000 parce que, avec l'inflation, tout est plus cher et on ne s'en sort pas. Au total, je leur donnais désormais $2200 par mois, tandis que je vivais moi-même dans un minuscule studio qui me coûtait $600 par mois, car tout mon argent supplémentaire leur revenait. Mais ce n'était jamais assez. Il y avait toujours quelque chose de plus dont ils avaient besoin. Toujours une urgence qui nécessitait de l'argent supplémentaire. Toujours une raison pour laquelle je devais donner plus. Nous t'avons élevé. C'était la phrase magique qu'ils utilisaient chaque fois que je montrais la moindre résistance. Tu vas refuser ton aide aux parents qui t'ont donné la vie, qui se sont sacrifiés pour toi. Quel genre de fils es-tu? Et la culpabilité me rongeait, alors je continuais de payer, payer et payer. Mais en secret, j'économisais. Chaque dollar que je pouvais mettre de côté, je le plaçais sur un compte que mes parents ignoraient. Pendant 3 ans, j'ai économisé de manière obsessionnelle, sacrifiant tout luxe personnel, mangeant à bas prix, ne sortant pas avec des amis, ne m'achetant de nouveaux vêtements que lorsque c'était absolument nécessaire. Et finalement, à 29 ans, j'ai réussi à rassembler $85 000 pour l'apport d'un magnifique appartement de 3 chambres dans un immeuble moderne avec sécurité, salle de sport et espace commun, situé dans un excellent quartier. L'appartement coûtait $280 000 au total, et avec mon apport, j'ai obtenu un prêt hypothécaire avec des mensualités de $800, que je pouvais payer confortablement maintenant que je gagnais $6800 par mois. C'était ma réussite, mon effort, mon avenir enfin matérialisé dans un espace qui serait entièrement à moi. J'ai emménagé avec une excitation que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais un vrai foyer, spacieux, moderne, confortable, entièrement à moi. Bien sûr, mes parents ne se sont pas réjouis pour moi. Quand je leur ai dit que j'avais acheté un appartement, leur première réaction n'a pas été la fierté ou le bonheur, mais la pure jalousie. 3 chambres, a dit mon père d'un ton accusateur quand je l'ai invité à le visiter. Pourquoi as-tu besoin de 3 chambres si tu vis seul? C'est du gaspillage, a ajouté ma mère,
regardant autour d'elle avec une expression amère, pendant que nous sommes toujours dans cette vieille maison et que toi, tu as tout cet espace pour toi. J'ai simplement travaillé dur pour obtenir ça, ai-je dit pour me défendre, même si je savais que je n'aurais pas dû avoir à me justifier. J'ai économisé pendant des années. Tu devrais nous le donner, a lâché mon père soudainement, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Nous, on s'installe ici, et toi, tu te trouves quelque chose de plus petit et de moins cher. Après tout, nous t'avons élevé, donc tu nous le dois. Je suis resté sous le choc en les regardant. Vous êtes sérieux? Tout à fait sérieux, a dit ma mère en croisant les bras. Tu as vécu de manière égoïste en t'achetant cet endroit luxueux pendant que nous sommes toujours dans cette maison horrible. Il est temps que tu nous paies convenablement pour t'avoir élevé. Non, ai-je dit fermement, bien que mon cœur battait la chamade, car les affronter me rendait toujours nerveux. Cet appartement est à moi. Je l'ai acheté avec mon argent, mes économies, mon effort. Je ne vais pas vous le donner. Espèce de fils ingrat, a craché mon père, la voix pleine de venin. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je vous paie $2200 par mois depuis des années, ai-je rappelé, sentant la colère monter. C'est plus que suffisant. Ce ne sera jamais assez pour compenser les 20 ans où nous t'avons élevé, a dit ma mère froidement. Mais c'est bon, garde ton appartement d'égoïste. Rappelle-toi juste que nous sommes tes parents et qu'un jour, tu nous le devras. Ils sont partis ce jour-là, en colère, et pendant les semaines suivantes, les appels et les messages sont devenus plus froids, plus distants, mais j'ai continué à payer leurs factures car la culpabilité était toujours là, profondément ancrée en moi. Le temps a passé, puis un jour, j'ai reçu une nouvelle de mon travail. Je devais me rendre à une conférence importante dans une autre ville pour 3 jours. C'était une excellente opportunité pour faire du réseautage et peut-être obtenir une promotion, alors j'ai évidemment accepté. Le problème était mon chien, Max, âgé de 4 ans, mon fidèle compagnon qui avait besoin d'être nourri, sorti au parc et soigné pendant mon absence. Normalement, je le laissais dans une pension pour chiens, mais cette fois, c'était un voyage de dernière minute et je n'ai pas eu le temps de m'organiser. J'ai appelé mes parents sans grand espoir. J'ai besoin d'un service, ai-je dit quand ma mère a répondu. Je dois voyager pour le travail pendant 3 jours et j'ai besoin que quelqu'un s'occupe de Max. Pourriez-vous venir à mon appartement 2 fois par jour pour le nourrir et le sortir au parc? Il y eut un long silence de l'autre côté. Puis j'ai entendu mes parents parler à voix basse entre eux, sans pouvoir distinguer les mots. D'accord, a finalement dit ma mère d'un ton étrangement joyeux. Nous nous occuperons de Max. Pas de problème. Merci, ai-je dit, soulagé. Je vous laisserai les clés dans la boîte aux lettres sécurisée de l'immeuble. Parfait, mon fils, a dit mon père, qui s'était joint à l'appel. Ne t'inquiète pour rien, Max sera bien soigné. J'aurais dû me méfier. Cette amabilité soudaine après des semaines de froideur aurait dû être un énorme signal d'alarme, mais j'étais occupé à préparer mon voyage et je leur faisais confiance, du moins pour bien s'occuper de mon chien. Je suis parti le mardi matin de bonne heure, j'ai laissé les clés dans la boîte aux lettres comme convenu et j'ai pris mon vol. La conférence a été un succès. J'ai noué d'excellents contacts. Ma présentation a été bien accueillie et mon patron a laissé entendre qu'une promotion était à l'horizon. Je suis rentré le vendredi après-midi, optimiste quant à mon avenir professionnel. Je suis arrivé à mon immeuble vers 17 h, traînant ma valise et impatient de retrouver Max et de me reposer dans mon propre lit. J'ai sorti mon double de clés, celui que je gardais toujours sur moi, en plus du trousseau principal que j'avais laissé à mes parents. Je suis monté au 4e étage où se trouvait mon appartement et j'ai inséré la clé dans la serrure. Elle n'a pas tourné. J'ai réessayé avec plus de force, pensant qu'elle était peut-être coincée, mais rien. La clé ne fonctionnait tout simplement pas. C'était comme si la serrure était complètement différente. J'ai froncé les sourcils, perplexe. Aurais-je laissé le verrou intérieur? Mais cela n'aurait pas de sens, car la clé n'entrait même pas correctement. C'est alors que j'ai entendu des voix à l'intérieur de l'appartement. Des voix qui ressemblaient à celles de mes parents. J'ai frappé fort à la porte. Bonjour, il y a quelqu'un? Les voix se sont tues immédiatement. J'ai attendu, mais personne n'a ouvert. J'ai frappé à nouveau, plus fort. Et, c'est Esteban. Ma clé ne fonctionne pas, finalement, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé ma mère. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Allô, dit-elle d'un ton prudent. Maman,
Je suis devant l'appartement et ma clé ne fonctionne pas, ai-je dit en essayant de garder mon calme. Vous êtes à l'intérieur. Il est arrivé quelque chose à la serrure? Il y eut un long silence, trop long. Puis j'ai de nouveau entendu ma mère parler à voix basse avec mon père. Maman, ai-je dit plus fermement, qu'est-ce qui se passe? Esteban, dit-elle finalement d'un ton qui m'a glacé le sang, un mélange de défi et de justification. Nous avons changé la serrure et nous avons pris ton appartement en guise de paiement pour t'avoir élevé. Je suis resté complètement paralysé dans le couloir, incapable de comprendre ce que je venais d'entendre. Quoi, fut tout ce que je pus dire. La vérité, c'est que la maison où nous vivions était très petite et inadaptée, a poursuivi ma mère comme si elle expliquait quelque chose de parfaitement raisonnable. Et cet appartement est exactement ce que nous méritons après toutes ces années à t'élever et à nous sacrifier pour toi. Alors maintenant, il est à nous. Dégage et ne nous dérange plus. Et elle a raccroché. Je suis resté là, dans le couloir, le téléphone encore à l'oreille, mon cerveau essayant désespérément de mesurer l'ampleur de ce qui venait de se passer. Mes parents avaient pris mon appartement, changé les serrures, volé mon foyer. Le choc a duré environ 30 secondes, puis il a été remplacé par une rage froide et calculée que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai recomposé le numéro de ma mère. « Qu'est-ce que tu veux ?» a-t-elle répondu d'un ton agacé. « Vous avez 10 minutes pour sortir de mon appartement », ai-je dit d'une voix si froide que je la reconnaissais à peine comme la mienne. 10 minutes, ou vous le regretterez pour le reste de votre vie. On ne bouge pas d'ici, Harry ma mère. Cet appartement est à nous maintenant. Je te l'ai déjà dit. C'est notre paiement pour t'avoir élevé. Va-t'en et laisse-nous en paix. 9 minutes et 30 secondes, ai-je dit avant de raccrocher. J'ai immédiatement cherché sur Google, serrurier express urgence, et j'en ai trouvé un qui promettait d'arriver en moins de 15 minutes. J'ai appelé et expliqué ma situation. Je suis enfermé dehors de mon propre appartement. J'ai besoin que vous veniez immédiatement. Je paierai le triple du tarif. J'arrive dans 10 minutes, a dit le serrurier. Ensuite, j'ai appelé le 911. Je dois signaler une violation de domicile, ai-je dit lorsque l'opérateur a répondu. Je suis devant la porte de mon appartement et des intrus ont changé la serrure et refusent de sortir. Avez-vous des documents prouvant que l'appartement vous appartient? A demandé l'opérateur. J'ai l'acte de propriété scanné sur mon téléphone, ai-je dit, et je peux montrer ma carte d'identité qui correspond à l'adresse. Nous envoyons une patrouille immédiatement, a dit l'opérateur. Les 10 minutes suivantes furent les plus longues de ma vie. Je me suis assis par terre dans le couloir, le dos contre le mur, fixant la porte de mon appartement qui m'était maintenant refusée. Je pouvais entendre des mouvements à l'intérieur, des voix étouffées, probablement mes parents se disputant sur la marche à suivre. À la 9e minute exacte, le serrurier est arrivé, un homme d'environ 45 ans avec une boîte à outils. « C'est votre appartement ?» a-t-il demandé. « Oui », ai-je dit en lui montrant ma carte d'identité et l'acte de propriété sur mon téléphone. « Il y a des gens qui ont changé la serrure sans ma permission. » « Je comprends », dit-il en sortant ses outils. « Ça prendra environ 5 minutes. » Il a commencé à travailler sur la serrure, le bruit de la perceuse résonnant dans le couloir. J'ai immédiatement entendu des cris alarmés depuis l'intérieur de l'appartement. « Qu'est-ce qui se passe ?» a crié mon père. « Qui est là ? Ouvrez la porte, ai-je dit d'une voix forte. « Ou nous allons l'ouvrir nous-mêmes. »« C'est notre appartement maintenant » a crié ma mère. Va-t'en ou on appelle la police. J'ai déjà appelé la police, ai-je dit sans émotion. Ils arriveront d'un moment à l'autre. J'ai entendu de la panique de l'autre côté, des voix se disputant avec véhémence, mais il était trop tard. Le serrurier a terminé son travail et la serrure a cédé. J'ai ouvert la porte d'un coup et ils étaient là. Mon père, assis dans mon fauteuil, regardant ma télévision comme s'il en avait tous les droits. Ma mère, debout dans la cuisine, avec une expression de choc qui s'est rapidement muée en indignation. « Sors d'ici » a crié mon père en se levant. « Cette maison est à nous maintenant. »« Non » ai-je dit en entrant, le serrurier derrière moi comme témoin. « Cette maison est à moi, elle est à mon nom. Je l'ai achetée avec mon argent et vous venez de commettre un délit appelé violation de domicile. Nous t'avons élevé pendant 20 ans, a commencé ma mère avec son discours bien rodé. Tu nous dois ça et bien plus encore. Je vous ai payé plus de $200 000 au cours des 9 dernières années, ai-je calculé mentalement rapidement.
Sans compter les dépenses supplémentaires et les urgences que vous aviez toujours. Alors si élever un enfant coûte si cher, je vous ai déjà remboursé avec les intérêts. Ce n'est pas assez, a craché mon père. Ce ne sera jamais assez. Vous avez raison, ai-je dit avec un calme mortel. Ce ne sera jamais assez pour vous, parce que vous êtes deux parasites qui ont transformé l'acte naturel d'être parent en un commerce de chantage affectif. Comment oses-tu, a hurlé ma mère. J'ose parce que j'en ai marre, ai-je dit, sentant des années de rage refoulée enfin sortir. Marre de la culpabilité, marre de la manipulation, marre d'être traité comme un distributeur automatique de billets sur pattes. À ce moment-là, on a frappé à la porte. C'étaient deux officiers de police. Nous avons reçu un signalement pour violation de domicile, a dit l'un d'eux. Oui, ai-je dit en leur montrant ma carte d'identité et l'acte de propriété sur mon téléphone. Ces deux personnes sont mes parents. Je leur ai donné les clés temporairement pour qu'ils s'occupent de mon chien pendant mon voyage. Mais à mon retour, ils avaient changé les serrures et refusent de partir, prétendant que l'appartement est maintenant à eux. Les officiers ont regardé les documents, puis mes parents. Est-ce vrai? A demandé l'officier. Il nous doit ça, a dit ma mère, désespérée. Nous l'avons élevé, nous nous sommes sacrifiés pour lui. Cet appartement est notre paiement. Madame, a dit l'officier d'un ton patient mais ferme. La propriété est légalement au nom de votre fils. Vous n'avez aucun droit légal sur elle. Vous devez quitter les lieux immédiatement ou nous devrons vous arrêter pour violation de domicile. Non, a crié mon père. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Monsieur, a dit le second officier, avec moins de patience maintenant. Vous avez deux options. Soit vous partez volontairement tout de suite, soit nous vous arrêtons et vous sortez menottés. À vous de choisir. Mes parents m'ont regardé avec des expressions mêlant le choc, la fureur et finalement, la peur. Esteban, s'il te plaît, a supplié ma mère, avec des larmes qui, cette fois, semblaient sincères. Ne fais pas ça. Nous sommes tes parents. Dégagez, ai-je dit sans la moindre sympathie. Vous avez abusé de ma confiance de la manière la plus vile qui soit. Les officiers ont escorté mes parents vers la porte pendant qu'ils ramassaient à la hâte quelques-unes de leurs affaires qu'ils avaient apportées, des sacs de vêtements, des articles de toilette, des choses qui montraient bien qu'ils avaient prévu de rester définitivement. Esteban, attends, a supplié ma mère sur le seuil. Que allons-nous faire? Où allons-nous aller? Ce n'est pas mon problème, ai-je dit. Vous auriez dû y penser avant de me trahir. Mais le loyer, a dit mon père, pris d'une panique réelle. Tu vas continuer à payer le loyer de la maison où nous vivons, n'est-ce pas? Non, ai-je dit avec une certitude absolue. À partir de cet instant, j'annule tous les paiements que je fais pour vous, le loyer, les services, l'aide mensuelle. Tout est fini. Tu ne peux pas faire ça, a crié ma mère. Nous allons nous retrouver à la rue. Alors, trouvez-vous un travail, ai-je dit avec la même froideur qu'il m'avait montré au téléphone à peine une demi-heure plus tôt. Travaillez comme j'ai travaillé depuis mes 20 ans pendant que vous viviez de mes efforts. Nous t'avons élevé, a crié mon père une dernière fois, jouant sa dernière carte de culpabilité. Et je vous ai payé pour ça pendant 9 ans, ai-je répondu. Bien plus que ce que n'importe quelle éducation ne vaut. Maintenant, nous sommes quittes, plus que quittes. Alors ne réutilisez plus jamais cette excuse avec moi. Espèce de fils ingrats, a craché ma mère. Non, ai-je dit en leur claquant la porte au nez. Je suis un fils qui a enfin appris à dire non. J'ai verrouillé la porte tandis que leurs cris de protestation s'estompaient dans le couloir. Le serrurier, qui avait assisté à tout le drame, m'a regardé avec une expression de respect. J'ai besoin que vous changiez complètement la serrure, lui ai-je dit. Une nouvelle, différente, avec des clés que seul moi posséderai. Compris, dit-il en sortant une nouvelle serrure de sa boîte à outils. Ça prendra environ 20 minutes. Pendant qu'il travaillait, je me suis assis dans mon fauteuil dans mon appartement, et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose que j'avais oublié, la paix. Pas de culpabilité, ni d'obligation, ni de peur. Juste la paix. Max est sorti en courant d'une des chambres où mes parents l'avaient apparemment enfermé. Il a sauté sur moi, fou de joie de me voir, et je l'ai serré fort dans mes bras, reconnaissant qu'au moins, il allait bien. Le serrurier a terminé son travail, m'a remis les nouvelles clés, et je lui ai payé $300 pour le service express et sa discrétion. Il est parti en me souhaitant bonne chance,
me laissant seul dans mon foyer, enfin en sécurité. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Mon esprit rejouait sans cesse ce qui s'était passé, la trahison, la confrontation, la libération. Mais je n'ai ressenti aucun regret, seulement une grande clarté. Les jours suivants, j'ai bloqué tous les numéros de mes parents, leurs réseaux sociaux, leurs adresses e-mail. J'ai contacté le propriétaire de la maison où ils vivaient et je l'ai informé que je résiliais le bail que je payais. J'ai contacté les compagnies de services et annulé les paiements automatiques que j'avais configurés. Mes parents ont essayé de me contacter par tous les moyens possibles, numéros inconnus, messages depuis les comptes d'autres personnes, emails désespérés. Esteban, s'il te plaît, ils vont nous expulser. Mon fils, réfléchis. Nous sommes ta famille. Nous n'avons pas d'argent pour manger. J'ai tout ignoré, chaque message, chaque appel, chaque supplique. 2 semaines plus tard, j'ai appris par des connaissances communes que mes parents avaient été expulsés de la maison. Mon père travaillait maintenant comme gardien de nuit dans un supermarché et ma mère comme caissière dans une supérette. Ils vivaient dans une simple chambre meublée, très basique, et avaient à peine de quoi manger après avoir payé le loyer. Bien, ai-je pensé sans émotion. Il était temps qu'ils travaillent comme n'importe quel adulte responsable, qu'ils apprennent à gérer leur budget comme j'avais dû l'apprendre en leur donnant plus de la moitié de mon salaire. Si je ressentais quelque chose? Oui, du soulagement. Je sentais que je pouvais enfin respirer sans le fardeau de 2 adultes capables qui avaient toujours refusé de subvenir à leurs propres besoins. Les semaines puis les mois ont passé. Mes parents ont finalement cessé d'essayer de me contacter quand ils ont compris que je ne céderais pas. J'ai entendu dire qu'ils avaient fini par accepter leur nouvelle réalité et que, étonnamment, leur relation s'était améliorée maintenant qu'ils devaient travailler ensemble en équipe au lieu d'attendre que je résolve tous leurs problèmes. Je ne regrette pas de les avoir mis dehors. Je ne regrette pas d'avoir coupé les vivres. Je ne regrette pas de m'être enfin donné la priorité après des années à être leur plan de retraite personnel. Et j'ai finalement appris que la liberté de vivre sa vie sans porter le poids d'adultes capables qui refusent de travailler n'a pas de prix. Je suis libre maintenant, vivant dans l'appartement que j'ai acheté grâce à mes efforts, profitant de l'argent que j'ai gagné par mon travail, construisant mon avenir sans l'ombre constante de 2 personnes qui ont confondu la parentalité avec une assurance vie. Et cette liberté, cette paix, ce respect de moi-même que j'ai enfin trouvé valent bien plus que toute la culpabilité qu'ils ont essayé de semer en moi pendant toutes ces années. Abonnez-vous pour plus d'histoires quotidiennes.